Le soleil de midi dardait ses rayons sur la ville comme une plaque de métal incandescente. L'air tremblait au-dessus des toits, et dans les rues poussiéreuses, pas un souffle de vent, comme si le désert lui-même retenait son souffle. La poussière formait un mur, voilait les yeux, s'immisçait dans le goût et l'odeur. La rue était pleine d'une foule compacte et surchauffée, les uns avec des pierres, les autres avec des fourches, d'autres encore avec la haine pure dans le regard. Certains hurlaient, d'autres chuchotaient, mais personne ne partait. Ils s'étaient rassemblés pour le spectacle. Sur l'estrade de bois, elle se tenait. Jeune, menue, vêtue d'une robe blanche délavée par le soleil. La robe collait à son corps. L'ourlette était maculée de poussière et de terre noire. Son visage était pâle, mais non effrayé. Ses yeux verdâtres, profonds comme un étang d'été à l'ombre d'un vieil arbre. Il n'y avait pas de supplication en eux, seulement de l'attente. Elle ne demandait pas pitié, ne criait pas. Elle se tenait droite, digne, comme se tient celle qui n'a déjà plus peur de rien, ni de la foule, ni de la sentence. Son breuvage a tué mon fils, hurla une femme coiffée d'un bonnet, la voix tremblante de colère et de peur. Il était en pleine forme, et elle lui a donné des herbes, et il s'est mis à délirer. C'est de la sorcellerie, je vous le dis. Une diablesse pure et simple, grogna un homme au visage rougi. Sans prière, sans croix, sans médecin. Où va le monde si une telle personne se promène encore parmi nous? Le vacarme montait. Les gens se regardaient. Quelqu'un cria « Au bûcher !» Et la foule haleta, telle une vague prête à déferler. Mais soudain, un sourd grincement se fit entendre. Des bottes lourdes résonnèrent sur les planches, coup après coup, comme des battements de cœur. Du coin du terrain, il apparut lentement. Le shérif, Jed Marlowe. Grand, large d'épaules, vêtu d'une chemise noire, usée mais propre. Le chapeau enfoncé sur le front, le regard froid, direct. Un revolver à la ceinture. Sur la poitrine, l'étoile. Il ne se pressait pas. Ses pas le portaient, comme le rythme d'un tambour avant la bataille. La foule s'écarta. Les gens détournèrent les yeux. Il ne les regardait pas, seulement la jeune femme. Longuement, sans un mot. Il n'y avait pas de fureur sur son visage, mais quelque chose d'autre. De la douleur, de la détermination, et quelque chose d'autre encore, que personne ne connaissait. Il monta sur l'estrade, se posta à côté d'elle, balaya l'assemblée du regard et prononça d'une voix égale, forte, mais calme. Je la prends sous ma protection. Un murmure parcourut les rangs, comme le vent avant la tempête. Mais il ne se tut pas. À partir de ce jour, elle est ma fiancée. Et si quelqu'un ose la toucher, il me touchera aussi. Le silence devint sépulcral. Quelqu'un déglutit. Quelqu'un laissa tomber sa pierre. La femme au bonnet siffla. « Tu es fou, Jed, une sorcière. Et toi, tu vas l'épouser. » Il se tourna vers la jeune femme. Elle ne bougea pas. Il tendit la main ouverte, la paume vers le haut. Elle la regarda, longuement, et posa la sienne, fine, chaude, brûlée par le soleil, dans sa paume. Il ne sourit pas, se contenta d'un signe de tête. « Nous partons. » Et il l'entraîna, loin de la foule stupéfaite, dans la rue où l'air semblait avoir disparu. La maison du shérif se trouvait à l'écart du centre, à l'ombre de vieux pins, avec un petit porche et de vieux volets. Près du porche, un vieux cheval dans son enclos, un clou forgé dans le chambranle où pendait une lanterne. Il ouvrit la porte et fit un signe de tête. « Entre. » Elle entra, hésitante, prudente. La pièce sentait le bois, la poudre et le savon. Tout était rangé, sobre. Une table, quelques chaises, des étagères de livres. Près de la fenêtre, un rocking chair, dans un coin, un lit avec un drap blanc et une vieille couverture. Il ôta son chapeau, l'accrocha à un crochet. « Ici, tu es en sécurité. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, tu resteras pour l'instant.
Tu peux choisir n'importe quelle pièce, ou partir si tu le souhaites. Elle regarda autour d'elle, hocha la tête. Merci. Tu veux de l'eau? Oui. Il versa de l'eau d'une cruche, la lui tendit. Elle but lentement, le regardant par-dessus le bord de la tasse. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que sinon tu serais morte. Ce n'est pas une réponse. Et il s'assit sur le bord de la table, regardant ses mains. Il y a 5 ans, je t'ai vu près du ruisseau. Tu cueillais des herbes, tes cheveux défaits, tu chantais. C'est là que j'ai su que je me souviendrai de toi pour toujours. Et aujourd'hui, je t'ai vu sur l'estrade. Et je n'ai pas pu rester sans rien faire. Elle ne répondit pas, resta simplement debout, les mains sur sa tasse. Mais je ne suis pas ta femme, dit-elle doucement. Il sourit, pour la première fois de la journée. Pas encore. La nuit vint lentement. Il alluma la lanterne, la posa sur le rebord de la fenêtre. Elle choisit une petite pièce, avec un lit étroit et une petite table près de la fenêtre. Elle s'y enferma. Il s'allongea dans le fauteuil, posa son revolver sur la table. Il ne dormit pas longtemps. Il écoutait le grincement du bois, le crépitement dans le poêle, et elle qui se tournait derrière le mur. Elle ne dormait pas non plus. Elle était allongée, les yeux ouverts. Elle écoutait la respiration de cet homme étranger, mais soudain si fiable. Et elle essayait de comprendre ce qui était le plus effrayant, la foule avec ses pierres, ou ce silence dans lequel quelqu'un commençait à ressentir pour vous. La maison du shérif se tenait à l'écart, loin de la rue principale, sur une colline où l'air était plus frais, et les bruits de la ville étouffés, comme enveloppés dans un tissu. Ici, il y avait une odeur de pain sec et de vieux bois. Lorsque le vent galopait sur la prairie et s'infiltrait par les volets, la maison grinçait doucement, comme une selle sur un cheval fatigué. Les premiers jours après que Jed Marlowe l'eut emmené de la place, un silence presque religieux régnait dans la maison. Elle ne demanda pas où était sa chambre. Elle choisit simplement la plus petite, avec vue sur la clairière. Elle ne demanda ni aide ni permission. Elle n'essaya pas de se rapprocher, mais ne se cacha pas non plus. Elle marchait doucement dans l'ombre, comme si elle craignait de déranger l'air. Quand il rentrait du travail, qu'il fermait le verrou et posait son revolver sur la table, elle lui tendait en silence une tasse d'eau chaude, avec du millepertuis séché. Il ne lui demanda pas d'où elle tirait ses herbes. Ils étaient comme 2 étrangers, enfermés dans la même barque au milieu d'un grand lac. Et il fallait maintenant ne pas faire de vagues. Le 3e jour, il la trouva dans la cour arrière. Elle se tenait pieds nus sur la terre, à côté d'elle. Un plateau de bois rempli de racines, de feuilles, de pierres. Elle triait quelque chose, ses doigts les manipulant, comme un musicien ses cordes. Le soleil léchait son épaule, sa robe collait à son dos, ses cheveux, défaits, comme ce jour-là près du ruisseau. Il s'arrêta sur le seuil, s'appuyant contre le chambranle. Il regarda longtemps. Elle le sentit, mais ne se retourna pas. « Les voisins chuchotent encore, » dit-il. « Tu penses que c'est une bonne idée de te montrer ainsi? »« Je ne me cache pas, » répondit-elle calmement. « Je cueille de la racine de gaillet. Ton lieutenant en a besoin. Il a une inflammation. » Il fronça les sourcils. « Tu ne l'as même pas vu. Je l'ai entendu tousser à travers le mur. Sourde, avec un sifflement. C'est dans les poumons. » Il sortit, s'approcha, ramassa une feuille claire dans l'herbe. « Tu sais vraiment faire tout ça? » « Je ne fais pas de miracle. Je sais juste écouter. Comment un homme respire, comment l'eau coule, comment l'herbe se comporte. Cela ne s'apprend pas. Cela vit à l'intérieur. » Il hocha la tête, et pour la première fois depuis ce jour-là, non pas comme shérif, mais comme homme, il dit « Merci ». Le soir, elle se tenait à la fenêtre, observant Jed réparer la clôture. Ses mouvements étaient précis, mesurés, comme si chaque coup de marteau était mesuré par sa respiration. Il avait enlevé sa chemise, ses muscles jouaient sur son dos,
Des cicatrices traversèrent son épaule. D'où venaient-elles? Elle ne demanda pas, mais elle regardait, longuement. Trop longtemps pour que cela passe inaperçu. Il se retourna. Et elle se cacha rapidement derrière le rideau. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Le 5e jour, alors que la chaleur pesait comme une cloche sur la ville, et que les chevaux attachés piétinaient de lassitude, elle sortit pour la première fois en ville avec lui. Elle portait une robe bleue, pas neuve, mais lavée. Il l'avait laissée le matin sur un cintre. Un foulard, noué fermement, son visage découvert, son pas régulier. Elle ne le tenait pas par le bras, mais marchait à ses côtés, comme si elle savait déjà. Si quelqu'un bougeait, il serait le premier à s'interposer. La ville se figea. Certains détournaient le regard, d'autres chuchotaient. Près de la forge, un gamin cracha par terre, mais se ravisa aussitôt quand Jed le regarda. Chez l'épicier, elle acheta du savon et une pincée de menthe. Chez l'apothicaire, des gouttes pour le mal de ventre. « Pour Madame Taylor, » dit-elle doucement. Elle a eu des contractions prématurées. « Comment le sais-tu » chuchota le shérif quand ils sortirent. Je l'ai entendu gémir à travers la fenêtre ouverte. Une femme ne gémit pas comme ça quand elle coupe du pain. Il la regarda longtemps, non pas comme celle qu'il protégeait, mais comme quelque chose de réel. Le soir suivant, on frappa à la porte de la maison. Jed sortit sur le porche. 3 hommes s'y tenaient. Le révérend Jackson, sec, avec des yeux comme des clous, et 2 autres, vêtus comme des citoyens respectables, mais avec des visages crispés par quelque chose de personnel. La conversation fut rude, mais contenue. De l'intérieur, on entendait des murmures. Les gens sont inquiets, Jed. Trop de bruit pour une seule femme. Ce n'est pas leur maison, et ce n'est pas leur choix. Votre honneur, elle Estelle est ma fiancée. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Quand il rentra dans la maison, ses yeux étaient plus sombres que d'habitude. Elle l'attendait dans la cuisine, les mains couvertes de farine, une galette sur le poêle. Il s'assit en face. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. Je sais. Tu peux toujours partir. Elle le regarda droit dans les yeux. Et il n'y avait pas de peur dans son regard. Et toi, peux-tu me laisser partir? Il secoua la tête. Elle ôta son tablier, s'approcha, lentement, posant sa paume sur sa poitrine, là où battait son cœur. La chaleur pénétra à travers le tissu. Alors nous restons tous les deux, dit-elle, jusqu'à ce que nous soyons fatigués de respirer. Tard dans la nuit, il la trouva près du foyer. Elle préparait des galettes, fines, aux herbes. Elle chantait doucement, pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Il s'assit à côté, en prit une, mordit dedans. « C'est ta mère, dit-il. » Elle sourit. « Ça veut dire que tout n'est pas pour tout de suite. » « Et qu'est-ce que ce qui est pour tout de suite ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder. Et alors il demanda. « Tu n'es toujours pas ma femme ? » ?»« Non. Et tu veux l'être ?» Elle baissa les yeux. Elle resta longtemps silencieuse. Puis, « Si je répondais oui, tu m'embrasserais ?» Il se leva, s'approcha lentement. Ses doigts se serrèrent en poing pour ne pas trembler. Il se pencha. Sa respiration s'accéléra, mais elle ne recula pas. Il ne toucha pas ses lèvres, seulement son front, légèrement, presque sans poids. Et dans ce toucher, il y avait tout. La promesse, le respect, la patience. Elle ferma les yeux. La maladie ne vint pas avec des cris, ni avec le tonnerre. Elle s'insinua doucement, à pas feutrés, à travers la poussière et le vent d'automne. D'abord le petit garçon de l'épicier, une légère toux, rauque, comme si quelque chose le griffait de l'intérieur. Sa mère essuya le front de son fils, lui dit de ne pas courir dans la poussière, et oublia. Le lendemain matin, elle-même était alitée. 3 jours plus tard, tout le monde toussait au coin de la rue River. Puis le vieux Barlow, le facteur, fut alité. Ensuite la propriétaire de la blanchisserie,
puis l'aubergiste et sa femme. Et voilà que la ville, qui vivait de paresse et d'habitude, commença à marcher plus doucement. Les fenêtres se fermaient, les portes se verrouillaient au loquet. L'air devint plus lourd, les gens plus méfiants, et les chuchotements reprirent « c'est elle ». Dès qu'elle est apparue, les ennuis ont commencé. Elle a apporté la maladie, le mauvais œil. Le shérif rentra chez lui vers minuit. Sur son visage, la fatigue, la poussière et la marque d'une paume. Il marchait de façon irrégulière, comme un homme dont les jambes ne lui obéissent plus, parce qu'elles ont porté un poids étranger toute la journée. Elle se leva à sa rencontre depuis la cuisine. Dans ses mains, une tasse de quelque chose de chaud, d'herbacé, sentant le miel et l'absinthe. « Bois », dit-elle simplement. Il prit la tasse. Botte, en silence. « Le petit garçon de l'épicerie est mort ?» demanda-t-elle, le regardant dans les yeux. Il ferma les yeux une seconde, hocha la tête. Mort. Sa gorge était comme du charbon. Les médecins haussent les épaules. Le révérend Jackson appelle à la prière, comme si ça venait du ciel. Et je regarde les gens dans les yeux, et je comprends. Ils commencent à chercher un coupable. Ils l'ont trouvé ? Pas encore. Mais tu es la première sur leur liste. Je le savais, répondit-elle calmement. C'est pourquoi j'ai déjà commencé à préparer une décoction. Il la regarda attentivement. Tu savais. J'entends la toux la nuit. Je sens cette odeur. Elle colle aux vêtements, comme la moisissure. La maladie est proche. Et tu as gardé le silence ? Tant que personne ne mourait. J'ai gardé le silence. De toute façon, ils ne m'écoutent pas. Mais maintenant la panique va commencer. Et la panique est pire que la fièvre elle-même. Il posa la tasse sur la table, s'approcha, lui prit les mains, fermement, mais avec douceur. « Je ne permettrai pas qu'il t'accuse. Tu as sauvé Madame Taylor. Tu as sauvé mon adjoint. Si quelqu'un lève la main, il devra passer par moi. » Elle le regarda en silence. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux. Mais il y avait autre chose, de la fatigue. Celle que l'on ressent quand on se bat trop longtemps seul. Je n'ai pas peur pour moi, Jed. Mais si on nous tire dessus, tu seras le premier. Il ne lâcha pas ses mains. Il serra juste un peu plus fort. J'ai choisi cela moi-même. Et je ne changerai pas d'avis. Le lendemain matin, elle faisait bouillir de l'eau avec des herbes, comme si elle se préparait à la guerre. Il l'aidait, en silence, rapidement, précisément. Il lui tendait des bocaux, coupait de l'écorce, nouait des petits sacs de feuilles séchées. Dans ses mouvements, il n'y avait pas de panique, seulement de la détermination, et dans chaque toucher, de la confiance. Elle expliquait quelle décoction était pour la fièvre, quelle pour la respiration, quelle boire à petites gorgées toutes les 2 heures. Il hochait la tête et mémorisait. « Cela t'aurait été utile plus tôt, » dit-elle en lui tendant une fiole. « Quand tu vivais encore non pas comme shérif, mais comme un simple homme. » Il haussa un sourcil. « Avais-je un choix, moi ?» Elle le regarda, longuement. « Il y en a toujours un, seulement nous ne savons pas toujours le remarquer. La première fut Madame Taylor. » Quand ils entrèrent, son visage était cendré. Son front brûlait, ses mains tremblaient, comme traversées par un courant. Son fils se tenait à la fenêtre, blanc comme la chaux. Ses lèvres sont devenues bleues, chuchota-t-il. Je ne sais pas comment l'aider. Elle posa silencieusement son oreille sur la poitrine de la femme. Écouta. De l'eau d'eau dans les poumons, mais pas profonde. Elle sortit un paquet, chauffa des herbes, les appliqua sur la poitrine, les attacha. Si dans 6 heures ça ne baisse pas, mets de l'argile chaude, ici. Le garçon hocha la tête, des larmes dans les yeux. Le shérif lui posa la main sur l'épaule. « Elle va s'en sortir, dit-il fermement. Écoute-la, elle sait ce qu'elle fait. » Puis ce fut la maison du forgeron. Celui-ci crachait, se jetait, criait. « Je ne laisserai pas cette sorcière approcher de ma fille. Va-t'en avant que je ne prenne le tisonnier. »
Le shérif s'avança. « Alors tu la tueras toi-même, et moi non plus je ne regarderai pas ailleurs. Choisis. » Le forgeron se tut. Elle entra. La petite fille gisait sur le lit, le visage en feu, les cils collés de sueur. Elle respirait à peine. Il faut faire baisser la fièvre. D'urgence. Pendant 3 heures, elle appliqua des compresses, la fit boire une décoction, changea les draps. Le shérif était assis près de l'entrée. Il écoutait sa voix, comptait sa respiration. Lorsque l'enfant respira plus régulièrement pour la première fois, le forgeron pleura, sans se cacher, sans honte. Il sortit sur le porche, ôta son chapeau. « Merci. J'avais tort. Pardon. » Elle ne répondit rien, se contenta d'un signe de tête. Et le shérif, pour la première fois, lui toucha l'épaule devant tout le monde. Le soir, il rentra chez lui couvert de sang. Une coupure à l'épaule, de la terre sous les ongles, le poing serré à blanc. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle se précipita vers lui. « Un des parents est devenu fou. Il a dit que tout était de ta faute. J'ai essayé de l'arrêter. Il m'a donné un coup de couteau. Pas grave. Mais moi, je n'ai pas pu me retenir. » Elle le libéra délicatement de sa chemise. Ses mains tremblaient, mais son visage était calme. Elle soigna la blessure, lava, posa un pansement. Il la regardait comme un homme qui aurait trouvé refuge dans les flammes. « Tu aurais pu partir. »« Oui. »« Pourquoi es-tu resté ?» Elle s'immobilisa, le regarda. « Parce que tu n'as pas eu peur, parce qu'il y avait plus de confiance en toi que dans toute la ville, parce que je ne peux plus vivre parmi ceux qui voient enfier la peur en moi. Et en toi, je vois un foyer. » Il tendit la main, toucha sa joue. Elle ferma les yeux. « Tu n'es toujours pas ma femme, » murmura-t-il. « Mais tu es mienne. »« Et toi, tu es mien, » répondit-elle. « Sans papier, sans église, juste mien. » À l'aube, quelqu'un frappa. Sur le porche se trouvait un morceau de papier. Dessus était écrit d'une écriture grossière. « Tu soignes ceux que le Seigneur voulait emporter. Ne t'immisce pas. Nous viendrons. » Elle le lut, se tut, roula la feuille, l'enflamma et la jeta dans le foyer. « S'ils viennent, ils ne rencontreront pas seulement le shérif. Moi non plus. Je n'ai plus peur. » Il hocha la tête. « Et moi je ne suis plus seul depuis longtemps. » Tout commença par une silhouette étrangère à l'horizon. Il apparut du sud, dans un manteau poussiéreux, sur un cheval noir. La journée était chaude, limpide, et la ville commençait déjà à respirer, avec un peu plus d'assurance. La maladie reculait. Les gens ouvraient dans les volets. Les enfants couraient à nouveau après le ballon sur les routes poussiéreuses. Mais ce cavalier n'appartenait pas à ces lieux. Trop droit, trop calme, comme s'il savait où il allait, et vers qui. Elle le remarqua la première. Elle se tenait dans la cour arrière, séchait des herbes, et s'immobilisa soudain, comme une biche entendant le craquement d'une branche. « Jed » dit-elle. « Il semble qu'il m'y a trouvé. » Il se retourna. Quelque chose changea sur son visage. « Qui » Elle resta longtemps silencieuse, puis expira. « Il s'appelle Elias, et il m'a connue différente autrefois. Il apparut sur le seuil le soir. Il frappa, 3 fois, calmement, sans hâte. Le shérif ouvrit. L'homme était un peu plus jeune, avec des yeux gris, dans un surtout gris usé. Courtois, mais froid. Dans son regard, il n'y avait ni surprise, ni chaleur. « Bonsoir, excusez l'intrusion. » La voix était douce, faussement égale. « Je cherche Esther. » Le nom resta suspendu dans l'air comme un coup de feu. Elle sortit de la cuisine. Leurs regards se croisèrent. Il ôta lentement son chapeau. « Tu es vivante, » dit-il doucement. Les rumeurs n'étaient donc pas fausses. « Pourquoi es-tu venu, Elias ?» Il sourit, mais il n'y avait pas de joie dans son sourire. « Pour te ramener à la maison. » Le shérif se tenait à côté, les épaules tendues, les yeux plissés. « Qui êtes-vous, qui êtes-vous » Elias le regarda haussant légèrement un sourcil.
Et vous, apparemment, êtes celui qui a décidé qu'on pouvait vivre avec une femme étrangère, sans même savoir qui elle est. Ici, elle est sous ma protection. Je n'en doute pas. Il se tourna de nouveau vers elle. Dis-lui comment tu t'appelais. Dis-lui qui tu étais avant de devenir une guérisseuse parmi des étrangers. Elle resta silencieuse, les yeux baissés, les mains jointes devant sa poitrine. Esther Gray, murmura-t-elle finalement. C'est ainsi que je m'appelais dans une autre ville, dans une autre vie. Et tu étais ma fiancée, ajouta Elias, jusqu'à ce que tu disparaisses. La nuit tomba lourdement sur la maison. Le vent faisait claquer les volets, mais à l'intérieur, c'était silencieux. Le shérif était assis dans son fauteuil, regardant le feu. Elle, en face, recroquevillée, comme si elle était revenue quelques années en arrière. Il ne parlait pas. Il attendait. Finalement, elle commença à parler. Je l'aimais. Ou plutôt, je croyais l'aimer. Il était gentil, beau, confiant. Il avait promis de me sortir de là, de cette ville où les gens chuchotaient derrière mon dos. Il savait que je soignais avec des herbes. Et il ne s'y opposait pas. Jusqu'à ce qu'un jour je sauve un garçon que les médecins avaient déjà enterré. C'est là que tout a commencé. D'abord les rumeurs, puis les accusations. Ensuite, l'incendie. Tu es parti? Non. Je me suis enfui. Seul. Il ne m'a pas défendu. Il a eu peur. Il a dit, « Je ne peux pas aller contre tout le monde. » Et c'est là que j'ai compris que seul, j'aurais peur. Mais au moins je ne serais pas trahi. Le shérif resta longtemps silencieux. Puis il murmura. Et maintenant, il est revenu, parce qu'il a vu que j'étais de nouveau vivante. Et maintenant, il veut que je revienne, comme si de rien n'était. Et toi? Elle leva les yeux. Je ne suis pas sa propriété. Je ne suis le fardeau de personne. Il s'approcha, s'accroupit à côté d'elle. Tu es ma femme, non pas parce que je te retiens, mais parce que tu es avec moi, volontairement. Et si j'ai encore apporté des ennuis, tu m'as apporté la lumière, et je ne te laisserai jamais partir. Le lendemain matin, Elias était à l'église. Les habitants commencèrent à affluer. Curiosité, vieille rumeur, nouveau potin. « Cette femme est dangereuse », disait-il dans la foule. « Elle ment. C'est une fugitive, une sorcière. J'étais avec elle. Je sais. C'est la cause des malheurs. » La ville écoutait et se taisait, jusqu'à ce que le shérif apparaisse. Et il se posta sur les marches. Je savais qu'elle avait un passé, et je sais que chacun de nous porte aussi quelque chose derrière soi dont il ne parle pas. Mais elle seule est allée de maison en maison et a sauvé ceux que vous aviez déjà enterrés. Il regarda Elias dans les yeux. « Et si tu veux la prendre, tu devras passer par moi. Et non pas en tant que shérif, mais en tant qu'homme qu'il aime vraiment. » La ville se tut. Quelqu'un hocha la tête. Quelqu'un posa la main sur l'épaule du shérif. Et soudain de la foule sortit Madame Taylor, pâle, mais debout. Elle m'a sauvé la vie. Je ne sais pas qui elle était, mais je sais qui elle est ici. Elia ne dit plus rien. Il quitta la ville ce soir-là. La nuit, ils étaient assis tous les deux sur le porche. La lune inondait tout d'une douce lumière. Elle se blottit contre son épaule. Il tenait sa main. « Tu savais tout, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. Je m'en doutais. Mais ce qui comptait pour moi, ce n'était pas qui tu étais, mais qui tu es devenu à mes côtés. Elle sourit, doucement. Et maintenant, je veux devenir ta femme, pour de vrai. Il se tourna vers elle, et cette fois, il l'embrassa sans retenue, sans prudence, comme un homme qui n'a plus peur de perdre. Le bonheur ne vient pas avec les trompettes, les cris et les feux d'artifice. Il rampe doucement, comme le brouillard matinal sur l'herbe. Il se trouve d'abord dans la façon dont il tient sa tasse à deux mains, et elle s'assied d'en face, lui pose du pain devant, chaud, avec une croûte croustillante. Puis, dans la façon dont ils lèvent tous deux les yeux en même temps et sourient,
Ils se comprennent déjà sans mots. Ainsi passèrent les semaines. Ils vivaient simplement, sans bague au doigt, ni sceau dans un registre. Mais chaque soir, ils se couchaient l'un à côté de l'autre, non par nécessité, mais parce qu'ils voulaient entendre la respiration de l'autre. Et chaque matin, elle touchait son épaule, légèrement, comme pour vérifier, il est toujours là. La ville commença à changer. La maladie était partie, et avec elle, l'inquiétude. Les gens souriaient de nouveau, se saluaient. Certains hochaient la tête avec retenue, d'autres avec honte, comme s'ils se souvenaient d'avoir voulu la brûler sur le bûcher peu de temps auparavant. Madame Taylor lui apporta une tarte, le boulanger un sac de farine, et le forgeron, silencieux, rude, dit un jour simplement « Si tu as besoin de quelque chose, frappe ». Elle hocha la tête, non pas avec fierté, mais calmement. Et le soir, déjà au lit, elle se tourna vers Jed et dit doucement « Je ne suis pas habitué à la bonté, ça pique. » Il la serra dans ses bras. « Alors, nous nous y habituerons ensemble. » Parfois, il lui apportait des fleurs, simples, des fleurs des champs du bord de la route. Elle les mettait dans l'eau, souriant un peu d'un air coupable. Je n'ai jamais su que les marguerites pouvaient sentir plus chaud que les roses. Il haussa les épaules. C'est juste que tu ne les avais jamais senties en silence auparavant. Un soir, ils restèrent près du foyer. Il lisait un livre à voix haute. Les mots lui venaient difficilement. La police était petite, et sa voix rauque de poussière. « Tu veux que je lise ?» proposa-t-elle. Il secoua la tête. « Non, j'aime la façon dont tu écoutes, comme si j'étais quelqu'un d'intelligent. » « Et tu l'es. » Elle posa sa paume sur sa main. « Tu le caches juste sous ton chapeau et ta poussière. » Il sourit. « Si tu m'avais vu il y a 20 ans, maigre, en colère, plein de rage contre le monde entier. Et si tu m'avais vu, sale, en haillons, les yeux pleins de peur. » Ils se turent. « Et pourtant nous nous sommes trouvés, » dit-elle doucement. Il se pencha vers son front, le toucha de ses lèvres. « Et je ne te laisserai plus partir. Mais la tranquillité à la frontière n'est jamais éternelle. » Un matin, alors qu'il était au poste et qu'elle séchait de l'écorce sur le porche, un messager passa au galop sur la route. Le cheval, tout en écume, le visage du cavalier mortellement pâle. Elle le reconnut. C'était Tom Miller, l'ancien adjoint du shérif de la ville voisine. « Où est Jed ?» cria-t-il sans descendre de sa selle. « Urgent, la bande de Kinsey est de nouveau dans le comté. Ils ont attaqué un convoi, 3 morts. On dit qu'ils viennent ici. »« Tu es sûr ?»« Plus que ça, ils veulent se venger du frère que Jed a abattu autrefois. » Il fit faire demi-tour à son cheval et s'éloigna au galop dans la poussière. Elle resta sur le porche, les mains pendantes. Un froid dans le ventre. Non pas de la peur, une prémonition. Comme si tout ce bonheur n'était qu'une accalmie. Juste un prélude avant un nouveau coup de feu. Le shérif rentra en fin d'après-midi, fatigué, poussiéreux. Mais quand elle le rencontra à la grille, il comprit tout de suite. Que s'est-il passé? Elle lui tendit un papier plié. C'était court mais clair. Il lut, se tut. « Tu savais qu'un jour il reviendrait ? Je savais que nous ne pourrions pas toujours nous cacher dans une maison avec des marguerites. » Il expira. « Il va falloir rassembler les hommes, fermer les sorties, appeler aux armes ceux qui ont encore de la poudre. » Elle s'approcha. « Tu n'es pas seule. » Il la serra dans ses bras, fort, en silence. Dans ses mains, elle sentait la tension, non seulement la peur, mais aussi la fureur. Il n'avait pas peur pour lui, il avait peur pour elle. La nuit, elle se réveilla et le trouva assis près de la fenêtre, en chemise, son revolver sur les genoux. Il regardait dans l'obscurité. « Jed va dormir. Je ne peux pas. Je ne peux pas risquer ce que je viens à peine de commencer à appeler un foyer. Tu as peur ?
Il la regarda, et sa voix était différente. « Je n'ai pas peur des balles, mais de ne pas y arriver à temps, encore une fois. » Elle s'approcha, s'assit sur ses genoux, se blottit contre lui. « Alors promets simplement, quoi qu'il arrive, tu reviendras, même si toute la ville est en feu, même si nous ne sommes plus que deux. » Il posa sa main sur son dos, doucement, lentement. « Je le promets. » Le matin n'apporta aucun répit. Le soleil se leva rouge, comme une plaie fraîche. L'air était immobile, d'une densité inquiétante, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Même les oiseaux dans les cimes se taisaient. À l'horizon, des points de poussière se déplaçaient, lentement, comme des calmars dans l'eau, des cavaliers. Il était revenu. Kinsey, le frère cadet du bandit abattu. Rien de sacré. Seulement de la rage et de la vengeance dans les yeux. Le cheval noir sous lui avançait avec assurance, comme s'il savait. Derrière lui, une douzaine d'hommes armés, en colère, prêts à tout ravager. Ils n'allestaient pas vite. Ils avançaient, comme ceux qui veulent être vus, pour que la peur les précède. Le shérif se tenait à la fenêtre et regardait la poussière. Pas un mot sur ses lèvres, seulement la fatigue qui se serrait dans ses yeux. « Ils viendront aujourd'hui » demanda-t-elle, s'approchant par derrière. Il hocha la tête, sans se retourner. La question n'est pas de savoir s'ils viendront, mais jusqu'où ils iront. Et qu'est-ce que tu vas faire? Sortir, comme toujours. Elle posa sa main sur son dos. Ses épaules étaient tendues, comme des cordes. Il ne tressaillit pas. Il ferma simplement les yeux. « Jed, » dit-elle doucement, « je t'ai vu te tenir seul quand il te craignait. Maintenant, je ne te laisserai pas te tenir seul quand il t'aime. » Il se retourna, l'étreignit, front contre front. « Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de perdre ceci. » Il passa son doigt sur sa joue. « La maison, l'odeur du pain, ta voix la nuit, tout ce que je ne savais pas vouloir. » Elle sourit, doucement, comme le soleil de printemps. « Alors vis, pour nous. » À midi, la ville savait déjà. Le forgeron Reed ferma son atelier et accrocha sa vieille carabine sur son dos. Madame Taylor palmait debout, sortit dans la rue avec un sac de bandages. Les vieillards s'assirent sur le seuil, serrant leurs fusils de chasse dans les mains. Même les enfants ne couraient pas. Ils restaient assis en silence, blottis contre leur mère. Devant le poste se tenait le shérif, 3 de ses adjoints, quelques fermiers. Et elle, en robe simple, les cheveux défaits, comme si elle savait. Aujourd'hui, il ne fallait pas se cacher, mais se tenir debout. Quand il s'avança, tout se figea. La poussière s'éleva, comme un rideau. Kinsey tira sur les rênes. Sa voix forte, comme un coup de feu. « Jed Marlowe, tu as tué mon frère. Aujourd'hui, tu payes. » Le shérif fit un pas en avant. C'était un meurtrier, un voleur, un violeur. C'était de mon sang. Le sang n'est pas une excuse, Kinsey, surtout si les mains sont jusqu'au coude. Aujourd'hui, la ville se souviendra de ce qui arrive quand on défend les sorcières. Et là, elle s'avança, sans armes. Tout le monde haleta, mais elle ne broncha pas. Je ne suis pas une sorcière. Je suis une femme qui a soigné vos enfants quand vous vous en étiez déjà détournés. Je ne me suis pas caché. J'étais ici, avec lui, avec vous. » Kinsey cracha. « Et maintenant tu pleureras sur son corps. » Il porta la main à son revolver. Et n'eut pas le temps. Le coup de feu retentit, bref, net. Il s'effondra de sa selle. Tout le monde resta figé. Le silence plana sur la rue, comme un linceul. Les autres bandits regardaient, incrédules. Et alors, des maisons, les gens commencèrent à sortir. Avec des fourches, avec des haches, chacun avec ce qu'il avait, sans crier, sans menacer, simplement, à côté. Et toute la rue devint un mur. Les bandits se regardèrent et firent demi-tour. Non pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils avaient compris. Ici, personne ne se rendrait. Le shérif baissa son arme, fit un pas,
et chancela. Elle réussit à le rattraper. Son sang gouttait sur sa robe. « Jed, assieds-toi, tout de suite. » Ses mains tremblaient, mais sa voix était claire. Il sourit à travers la douleur. « Tu as vu comment qu'ils se sont levés. J'ai vu comment tu leur as donné de la force. » Il pressa sa main contre sa poitrine. « Tu es et ma force, et ma faiblesse, et ma vérité. » « Alors, murmura-t-elle se penchant, épouse ta vérité. » Tout de suite, il rit pour la première fois de la journée. « Est-ce que quelqu'un peut te dire « non » ?» Elle l'embrassa sur le front, longuement, avec chaleur. Personne, ni toi, ni la mort elle-même. Le mariage eut lieu une semaine plus tard, sans grands mots, avec une bague forgée par le forgeron, avec une tarte un peu brûlée d'un côté, avec une robe cousue dans un vieux rideau, mais avec des yeux vivants, avec des sourires, avec une ville qui vivait de nouveau. Sur le seuil, ils se tenaient tous les deux. Il tenait sa main, elle, pressait sa tête contre son épaule. Le vent agitait ses cheveux. Il plissait les yeux au soleil. « Jed, » dit-elle, regardant au loin, « tu ne te tiendras plus jamais seul. » Il serra ses doigts. « Parce que tu te tiens à mes côtés.